Le cortège se forme. Ce cortège comprend bien sûr le ministre des Pensions, André Maginot. Il est accompagné de la grande délégation qui est arrivée avec lui par le train spécial. Il y a une veuve de guerre qui se trouve à ses côtés, qui s'appelle Madame Lemay, le général Boichu, commandant la place de Verdun, d'autres autorités militaires, administratives et religieuses, dont Monseigneur Ginisti, vont accompagner le cercueil du soldat inconnu qui va être escorté par ses 6 adjudants notamment, mais également par une compagnie du 132e régiment d'infanterie, gagnera l'avenue de la gare, appelée aujourd'hui avenue Garibaldi, arrivera à la place de la gare et le corps sera déposé, comme je l'avais dit précédemment, donc dans un wagon spécial prévu à cet effet, drapeau drapé aux couleurs nationales, et le convoi avec la délégation, le corps de cet illustre anonyme partiront sur Paris. Alors ce train arrive vers midi, ce 10 novembre 1920. Une fois que cet illustre inconnu arrive à la gare de Verdun, sous bonne escorte d'honneur notamment, il est déposé dans un wagon spécial du train qui est arrivé vers midi, et celui-ci s'ébranle vers 19h pour Paris, en emportant avec lui la délégation préalablement arrivée avec lui en matinée, mais également avec une délégation d'anciens combattants de Verdun, de la ville de Verdun. Ce wagon spécial, où est déposé le corps de cet illustre inconnu, est bien sûr drapé aux couleurs nationales, et le corps sera entouré d'une garde d'honneur. Alors le convoi spécial, emportant cet illustre inconnu, arrive à la gare de Denfert-Rochereau, où une chapelle ardente l'attend sur la place éponyme. Il y est déposé et il y passera une bonne partie de la nuit jusqu'au matin du 11 novembre 1920, début d'une très grande cérémonie. Cette cérémonie est particulière. Elle revêt finalement 2 célébrations en ce 11 novembre 1920. Certes, la célébration de la 2e année de l'armistice du 11 novembre 1918, mais aussi, comme l'a voulu le gouvernement et le Parlement, la célébration du 50e anniversaire de l'avènement de la Troisième République. À cet effet, 2 catafalques sont présents. Celui du soldat inconnu qui repose sur une rallonge d'artillerie et celui du chœur de Gambetta qui repose dans une châsse à l'intérieur d'un cénotaphe. Puis, ces 2 cortèges, accompagnés bien sûr d'autorités, prennent le chemin du Panthéon. Ils arrivent au Panthéon pour y recevoir l'hommage de la nation, où des discours sont prononcés pour l'un et pour l'autre. À l'issue de ce cérémonial au Panthéon, ces 2 catafalques, par des artères parisiennes, suivies toujours d'une foule innombrable, arrivent à l'Arc de Triomphe pour y recevoir l'hommage du peuple. L'armée est présente, les autorités militaires de cette époque également, comme le maréchal Pétain, Joffre, Foch, ministre de la guerre, Barthou,
Et bien sûr, accompagnant toujours ces deux cortèges, ces deux catafalques, notre ministre des Pensions, André Maginot. À l'issue de ce cérémonial rendu par la population et les armées sous l'Arc de Triomphe, le cénotaphe emportant le cœur de Gambetta rejoint le Panthéon, où il sera déposé lui également pour l'éternité. Gambetta, cet illustre homme politique qui, le 7 septembre 1870, créa l'avènement de la Troisième République en devenant le ministre de l'Intérieur d'un nouveau gouvernement de défense nationale et qui, le 7 octobre de cette même année, 1870, réussit à s'envoler pour chercher du secours en ballon. Il faut savoir que Paris, à cette époque, subissait la pression prussienne et des bombardements. Alors le corps du soldat inconnu, pour revenir à lui, après cet hommage du peuple, est acheminé dans une salle de l'Arc de Triomphe, dans le pilier sud-ouest, où il demeurera provisoirement. Un peu plus tard, en 1921, est décidé de creuser un caveau où il repose pour l'éternité actuellement, et il y sera déposé le 28 janvier 1921, en présence toujours du ministre André Maginot, d'autorités militaires, notamment du général Gouraud, commandant la place de Paris, en présence des honneurs militaires, bien sûr, qui lui seront à nouveau rendus et d'une foule innombrable. Et puis, ce soldat inconnu, finalement, il faut marquer son emplacement. Et des idées vont surgir. Comment faire en sorte que le peuple n'oublie pas la présence de ce soldat inconnu sous le dôme de l'Arc de Triomphe? Plusieurs projets sont élaborés. Par exemple, celui du sculpteur Calvé, lui-même qui a sculpté le monument Drian au bois décor sur le champ de bataille de Verdun, annonce que finalement ce serait bien d'avoir une grande lumière bleutée jaillissant du dôme et éclairant pour éternellement le soldat inconnu. C'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Mais elle ne sera pas retenue. Et puis, un écrivain journaliste du nom de Gabriel Boissy, non seulement écrivain journaliste, mais également ancien combattant, qui écrit dans son journal un article intransigeant au mois d'octobre 1923 qu'il serait judicieux finalement de faire en sorte qu'une flamme jaillisse de la tombe du soldat inconnu, mais que cette flamme soit éternelle. Je le cite. « La flamme, comme un feu follet, jaillira du sol. Elle sera vraiment comme l'âme du mort, résurgente. Elle palpitera, elle veillera. Elle ne ressemblera à aucune des lumières environnantes. » C'est finalement ce projet-là qui sera retenu, celui d'une flamme. Comment créer une flamme? Il contacte plusieurs architectes et c'est le projet d'Henri Favier qui obtiendra, disons, pignon sur rue, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est le ferronnier d'art Edgar Brandt qui réalisera ce qu'a prévu l'architecte. Edgar Brandt, les Verdunois commencent à le connaître. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, en 1920, édifia la porte en fer forgé du monument de la tranchée des baïonnettes. Il va créer donc une sorte de bouche à feu
avec en circulaire des glaives, le tout fait en bronze, avec un petit récipient en son centre pour permettre donc un liquide inflammable pour allumer cette flamme. Cette flamme, elle sera allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par le ministre, encore là, des Pensions, André Maginot. Et depuis, elle ne s'éteindra jamais. À tel point qu'un comité de la flamme est créé pour organiser tous les soirs à 18h30 donc le ravivage de la flamme en présence d'associations patriotiques. Il faut savoir que ce comité de la flamme du soldat inconnu, mis en place quelque temps après, regroupe quelques 760 associations qui participent tous les soirs à tour de rôle, si je puis dire, au ravivage de la flamme. Cette flamme, il faut savoir que même pendant l'occupation allemande de 1940 à 1944, ne s'est jamais éteinte. Le haut commandement allemand de cette occupation parisienne, de Paris, ne s'est jamais opposé au ravivage de cette flamme tous les soirs. Il y avait même, peut-être par curiosité, ou selon leur conviction, des soldats allemands qui participaient au ravivage de cette flamme. En revanche, les Allemands furent très sévères le 11 novembre 1940 lorsqu'un mouvement estudiantin, un mouvement de révolte, donc profère bien sûr des propos anti-nazis sur la tombe du soldat inconnu. Cette manifestation, il va de soi, a été sévèrement réprimée. Mais jamais la flamme s'est éteinte pendant l'occupation. Elle n'a jamais été allumée clandestinement. Alors pour vous dire finalement que cet illustre inconnu est le plus connu des Français. Non seulement des Français, mais des pays amis de la France, lorsque les chefs d'État ou certains représentants viennent en visite officielle, ils viennent toujours, pour ainsi dire, déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et ce soldat inconnu fera des émules en Angleterre, dans les pays notamment amis qui participèrent à la guerre de 14-18.